Merci tout d'abord pour l'invitation du laboratoire Novartis. Merci Claire et merci à Pablo Aguilar pour m'avoir donc demandé de vous parler avec une analyse essentiellement méthodologique des résultats et donc de la construction de l'étude MONALISA 2 en essayant de l'interpréter par rapport à ce qui avait été fait avec le palbociclib pour Paloma 2. Donc c'est une présentation assez méthodologique. N'hésitez pas à m'interrompre ou à me dire quand ça devient peut-être un petit peu trop méthodologique. Je suis content de ne pas intervenir en postprandial, mais plutôt en fin de matinée. J'espère que ça sera assez clair pour vous. Alors, on va commencer doucement donc, sur cette analyse comparée des deux études. Alors, maintenant, vous connaissez beaucoup de choses à l'issue de ces 2 ou 3 jours sur MONALISA 2 et sur l'efficacité, on va dire, de ces inhibiteurs de cycline kinase dépendante chez les femmes post-ménopausées, donc dans les cancers du sein avancés, HR+, HER2-. Voilà le plan que je vous propose, revenir un petit peu sur quelques généralités de design, avoir un petit peu votre avis avant de parler des subtilités de construction, quels sont les points marquants qui vous ont frappé. Revenir sur des concepts, on va commencer simple avec la randomisation, et puis aller sur des choses un peu plus compliquées, la stratification et pourquoi on stratifie sur certains facteurs dans ce type d'études, et puis sur la notion de critère jugement principal, pourquoi on choisit la survie sans progression, le rapport avec la survie globale, et ensuite, encore un peu plus complexe, le fait qu'il y a beaucoup de tests statistiques dans ces études, notamment MONALISA 2, et comment interpréter, être plus à l'aise vis-à-vis de l'interprétation, le degré de confiance qu'on peut faire vis-à-vis de ces tests. Puis enfin, revenir sur quelques diapositives du résultat, mais ça, vous les connaissez très bien, et puis conclure avec vous ensemble sur le degré de confiance qu'on peut avoir dans les résultats de ces études. Alors, les résultats, cette présentation est basée sur les résultats qui sont disponibles à la fois pour MONALISA 2 suite à la présentation de l'ESMO l'an dernier de Gabriel Ortobaghi, et puis de celle pour l'article bien sûr du New England, et puis pour le palbociclib, la même chose, la présentation de Paloma 2 dans l'ASCO l'an dernier, et puis l'article du New England qui a fait suite. Donc c'est des éléments, cette présentation est basée sur des éléments que tout le monde peut avoir à sa disposition. Donc on commence par quelques choses relativement simples sur le design. Vous l'avez compris, l'objectif était le même dans ces deux études, Paloma 2 versus MONALISA 2. On est chez des femmes post-ménopausées, cancer du sein donc hormonodépendant, en première ligne de traitement, et les deux essais avaient pour objectif de démontrer versus placebo, donc en combinaison avec le létrozole, qu'est-ce que pouvait apporter d'une part le ribociclib pour MONALISA 2 et d'autre part le palbociclib pour Paloma 2. Donc dans une étude de supériorité, l'objectif est vraiment de démontrer que l'ajout du ribociclib ou du palbociclib fait mieux que le placebo. Donc des objectifs exactement identiques dans les deux études. Alors voici le design que vous connaissez, je pense, maintenant bien de l'étude MONALISA 2. On va avoir l'occasion d'y revenir assez largement. Et puis voici celui de l'étude Paloma 2 avec le palbociclib. Alors je vous laisse comparer un petit peu les deux designs et je voulais savoir s'il y a des choses qui, à votre avis, sont particulièrement importantes dans ces diapositives de design sur la planification de ces études et sur l'impact que des choix de planification peuvent avoir sur les résultats, c'est-à-dire sur pourquoi tel critère de jugement, la randomisation, etc. Qu'est-ce qui vous interpelle, on va dire, dans ces deux designs? Randomisation, j'entends de partout. Ouais. Hazard ratio. C'est plus fort de faire une randomisation, statistiquement parlant, est-ce que c'est plus intéressant de faire une randomisation 1 pour 1? Oui, versus le 2 pour 1, d'accord. On aura l'occasion d'y revenir. Bonne remarque. D'autres choses? Il n'y a pas vraiment de prise de risque sur le plan industriel, c'est-à-dire effectivement qu'on est toujours dans la PFS. Il y a un laboratoire qui a effectivement tenté d'avoir une plus grande puissance statistique pour finalement aboutir à la survie globale. Pourquoi pas, finalement, D'accord. Donc pour vous, on est...
Voilà, des études qui sont assez classiques. timorées dans leur... D'accord. Pour vous, on reste dans des designs de phase 3 d'enregistrement assez classiques sur un critère intermédiaire sans trop de prise de risque. D'accord, effectivement. En fait, c'est les médecins qui préféreraient avoir des résultats en survie globale plutôt qu'en PFS. Les médecins et peut-être les patients également, oui, tout à fait. Vous avez raison. Vous avez raison. Autre point qui vous interpelle? Stratification un petit peu différente entre les... Voilà, et la stratification, c'est quelque chose d'important, on va voir quel rôle ça peut jouer ou pourquoi on le fait, parce que ce n'est pas souvent toujours très bien compris. Il y a une hypersélection des patients. Oui, tout à fait. Ouais. La vision réelle de ce qu'on prenait le traitement dans la vraie vie. Exactement, on pourra dire quelques mots sur les limites des essais de randomisés de phase 3 par rapport aux études de vraie vie, vous savez, dont on parle beaucoup en ce moment, et par rapport au caractère hormonosensible de la population effectivement sélectionnée dans ce type d'études. Oui, tout à fait.